On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Après 23 ans passés au municipal, Yvan Berthelot tire sa révérence. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du potentiel de développement de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu avec un groupe qui milite en sa faveur. Parlons de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, où d'ailleurs on apprenait il y a quelques jours à peine finalement le maintien des opérations à la tour de contrôle, ce qui va sécuriser et satisfaire bien des intervenants en lien avec ce dossier. Mais parlons aussi de l'avenir, du développement et de son potentiel à cet aéroport. Deux invités pour en parler. D'abord ici même en studio, M. Paul-Émile Lévesque, qui est l'un des cofondateurs du groupe Développement Aéroport. Bonjour à vous. Merci. Et on rejoint à distance, notre protocole sanitaire nous oblige une seule personne en studio, M. Robert Perrault, président, aussi cofondateur de ce membre de ce comité développement aéroport. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bonjour. Tout d'abord, M. Lévesque, expliquez-nous un peu le contexte de ce que c'est que ce groupe de développement aéroport, ce qu'on appelle GDA. GDA, c'est un groupe qu'on a fondé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, Robert Perrault et moi, histoire de pouvoir parler uniquement de développement de l'aéroport pour faire des propositions au conseil de ville, propositions à la municipalité. Et Robert étant spécialiste en aviation, on s'est dit, bien, l'aéroport, c'est pas vrai que c'est pas rentable. L'aéroport est rentable. Il y a un certain nombre, il y a un montant d'argent qui coûte à le faire fonctionner. Mais au dernier rapport, on voyait que l'aéroport avait des retombées économiques, générait des retombées économiques d'environ 15 millions. Mais on se rend compte, nous, après toutes les consultations qu'on a faites avec la Chambre de commerce, avec NextDev, avec l'International des Montgolfières, on a rencontré des utilisateurs, les cadets aussi. L'aéroport est utilisé en gros à peu près à 20-25 %. Donc, on pourrait très nettement générer des revenus de l'ordre de pas loin de 60 millions pour l'aéroport. Parce que quand on parle de l'aéroport, et c'est comme ça depuis, voire même des décennies, c'est souvent évidemment à cause du bruit, c'est les résidents qui s'en plaignent, c'est la menace de fermeture de la tour. Même certains disaient, bien, pourquoi on n'enlève pas une ou deux pistes? Bon, il y a toutes sortes de scénarios qui ont été soumis, mais pendant ce temps-là, on ne parle jamais du développement ou du potentiel de l'aéroport. Bon, d'abord, peut-être une première réaction, M. Perrault, surtout que vous êtes dans le domaine et vous connaissez bien ce domaine-là. Qu'est-ce que ça signifie, le maintien des opérations de la tour de contrôle, de cette décision de NAV Canada? C'est surtout, dans un premier temps, la sécurité. On parle de sécurité, pas juste la sécurité aérienne dans le ciel. Oui, c'est fait pour séparer les avions, mais la sécurité au sol. Ce qui est important à Saint-Jean, c'est une des aéroports qui est à même à l'intérieur de la municipalité de Saint-Jean. Et puis, si on regarde toutes les villes, Saint-Jean, c'est la 11e ville en importance en termes de population, mais les 10 autres villes ont tous une couverture d'espace aérien contrôlé jusqu'au sol qui permet la sécurité des citoyens advenant un accident d'avion qu'on n'espère pas, mais c'est le rôle des contrôleurs, c'est séparer les avions et s'assurer que ça ne tombe pas dans un pâté de maison ou quoi que ce soit. Ouais. Monsieur Lévesque, je ne me trompe pas en disant que c'était pas gagné d'avance, le maintien de la tour de contrôle. Au contraire, on avait plutôt l'impression que NAV Canada avait l'intention de fermer cet acquis-là. C'est important, ça? C'est important, c'est même fondamental, parce qu'il y a une chose, c'est que les gens ne réalisent pas que depuis qu'il y a un aéroport à Saint-Jean, il y a toujours eu une tour de contrôle. Donc, les gens n'ont jamais vécu une situation dans laquelle il n'y avait pas d'espace aérien contrôlé, de telle sorte que la sécurité a toujours été assurée à Saint-Jean. Même Robert pourrait en parler plus précisément, mais le trafic est contrôlé. Pas de tour de contrôle demain matin. Nos procédures, enfin les procédures des pilotes font en sorte que c'est l'ensemble de la municipalité qui est touché par le bruit. Et le plan, ce qui est important à retenir, une chose qui est importante à retenir dans notre plan de développement, c'est que ce plan-là de développement permet de diminuer, encore une fois, la quantité de bruit. Bon, expliquez-nous peut-être, Monsieur Perrault, comment on peut réduire le bruit. Bon, d'une part, quand on regarde les graphiques que vous nous avez présentés, on voit qu'avec le maintien de la tour de contrôle, en fait, j'ai comme l'impression qu'on a un meilleur contrôle sur les approches que si on n'en avait pas de tour. Mais au-delà de ça, dans la configuration que vous suggérez, en quoi cette configuration-là ferait en sorte qu'on atténuerait le bruit dont les citoyens se plaignent?
faut regarder depuis les 25 dernières années, il y a eu 3 études de bruit ici à Saint-Jean. On parle de la commission Mailloux en 1994, mais ensuite, plus récemment, l'étude Stantec en 2017 et ensuite SoftDB en 2018. Ah, ils ont suivi là-dedans des recommandations. Ce que nous, on fait, on prend les recommandations et on les applique à la lettre. C'est-à-dire, une des choses qu'ils disent là-dedans, c'est pas toujours utiliser la même piste. Faire en sorte qu'on peut faire une rotation des pistes préférentielles. Bon, on a 3 pistes ici. Pourquoi pas? Alors, c'est un des problèmes qu'on a l'été, c'est la fermeture de 2 pistes qui force tout le trafic sur une piste. Mais si on pouvait maintenir les 3 pistes, on pouvait réduire de 35 les ennuis sonores au-dessus de Saint-Edmond et Saint-Eugène. Bon, dites-moi, M. Lévesque, comment on peut arriver on dit oui, pérenniser l'aéroport et surtout des installations fixes pour l'international de Montgolfière? Parce que ça, c'est un des problèmes. Quand l'international s'installe durant l'été, on ferme une, puis voire 2 pistes. Comment on peut maintenir 3 pistes tout en offrant l'espace requis pour l'international de Montgolfière? C'est qu'il y a l'espace autour de l'aéroport. Il y a de l'espace au bout d'une des pistes. Il y a l'espace nécessaire pour aménager le site permanent des Montgolfières. On a proposé aux gens des Montgolfières de regarder ce plan-là. Alors, le plan qu'il y avait, le plan qu'on leur propose et le plan qu'ils avaient déjà entre les mains, c'est équivalent en termes de coûts, c'est équivalent en termes d'installation. Sauf que le plan de groupe développement a un avantage, c'est qu'il maintient les 3 pistes, ce qui est fort important, et ce qui maintient la tour de contrôle. Alors, le fait que la tour de contrôle soit maintenue, comme Robert l'a expliqué, ça devient important. Et il y a quelque chose de contre-intuitif. On dit, les gens, moins il y a de pistes, moins il y aura d'avions. Non, il y aura autant d'avions, mais sur une seule piste. Donc, on concentre le bruit. Donc, c'est contre-intuitif, mais c'est ça. Autre chose également que j'ai remarqué sur les graphiques que vous nous présentez, et vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, mais est-ce que je comprends que vous suggérez de légèrement déplacer vers le sud l'accueil des planeurs en question? Parce que ça aussi, c'est un des enjeux par rapport au bruit. Est-ce que j'ai bien saisi qu'on pourrait les amener légèrement au sud de la piste actuelle? Dans la configuration actuelle, c'est une des recommandations des études de bruit, c'est déplacer la piste des planeurs vers l'ouest, plus vers la carrière. Ce que nous, on a fait, c'est exactement ça. On l'a déplacé au maximum vers l'ouest, mais en le remontant un peu plus vers la grande piste, la 1129, de telle façon qu'on peut libérer beaucoup de place pour la construction de bâtiments. Et les bâtiments, c'est encore un autre effet de réduction sonore. Ce que Transport Canada dit là-dedans, c'est qu'on peut faire des bâtiments autour de l'aéroport. Ça a pour effet d'atténuer le bruit, c'est-à-dire autant que possible maintenir le bruit à l'intérieur de l'aéroport. Ça a un effet d'à peu près entre 5 à 10 décibels. Mais le fait de déplacer les cadets plus vers l'ouest, on va chercher un autre 3 à 5 décibels, si on veut, pour la période de 6 semaines qui est les cadets de l'air. Donc, ça veut dire qu'on maintient 3 pistes, mais on prend une piste et on la déplace, on la déménage un peu? Donc, c'est la piste des planeurs. Ils ont une petite piste qui est parallèle à la grande piste, juste au sud. Et puis, c'est celle-là qu'on déplace vers l'ouest, environ un 2000 pieds plus vers l'ouest. Mais lorsque les planeurs décollent en direction de Saint-Eugène ou en direction de Saint-Edmond, ils ont déjà une avance de 2000 pieds, ce qui fait que par le temps qu'ils arrivent au-dessus des maisons, ils sont déjà plus hauts. Et ça a pour effet de réduire le bruit au sol. C'est une des recommandations, parmi tant d'autres, que SoftDB recommande. En plus de ça, il faut réaménager aussi les approches. Dans ce cas-là, on a travaillé très fort pour publier des approches GPS qui sont maintenant en vigueur depuis le mois de mars de l'année dernière. Et à ça, il faut arrimer le système d'éclairage à la piste pour que les avions puissent continuer la même pente qu'ils ont établie avec eux. Donc, tous ces efforts-là mis ensemble contribuent à la réduction sonore générale. Bon, autre aspect également de ce que vous proposez, on parlait tantôt de potentiel de développement, on parlait de revenus et de retombées. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un potentiel de location de terrain qui actuellement n'est pas tant exploité, M. Lévesque. Donc, il n'est pas tant exploité et ça correspond, en gros, il y a à peu près 20 à 25 de l'aéroport, des terrains d'aéroport, des terrains d'aéroport qui sont exploités. Donc,
Si on vend les terrains, on les vend, on a des revenus une fois. Mais les terrains appartiennent à la ville. L'aéroport appartient à la ville. Mettons une chose au clair, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, si on loue des terrains ou si on vend, l'aéroport appartient à la ville. Donc, il y a des revenus de location, il y a des revenus de taxes municipales, comme les hangars pour la petite aviation. Bien, les terrains ne nous appartiennent pas. Les terrains n'appartiennent pas aux propriétaires d'avions, aux propriétaires d'hangars. Donc, on loue les terrains. Les terrains sont loués. Donc, on pourrait développer, on peut développer, et c'est ce qu'on propose, de développer des espaces, enfin, d'aménager des espaces qui font en sorte qu'il y ait des revenus et de location, qui ne sont pas très élevés encore pour l'instant, mais qui peuvent être très nettement augmentés, des revenus de location, des revenus de taxes. Alors, c'est ce qui fait, entre autres, c'est comme ça qu'à peu près tous les aéroports, pas à peu près, c'est comme ça que tous les aéroports sont financés. Alors, c'est comme ça que tous les aéroports, finalement, font des bénéfices. Jusqu'ici, quand on regarde les réactions de NextDev, Conseil économique, Chambre de commerce, même l'International de Montgolfière, généralement, de ce qu'on a pu lire, les gens sont, somme toute, assez favorables à ce que vous soumettez, M. Perrault? Oui, ils le sont. Et puis, c'est M. Lévesque qui est plus en mesure de répondre que moi parce que c'est lui qui travaille au niveau des communications, qui travaille avec eux autres. Moi, c'est le côté technique. Mais je peux juste vous dire de l'expérience que j'ai avec Transport Canada, avec NAV Canada. Lorsqu'il y a eu la cession des aéroports vers les municipalités, et c'est la même chose pour le ciel avec NAV Canada, les aéroports font leur argent sur la location de terrain. C'est avec ça qu'ils payent l'exploitation, le day-to-day business de l'aéroport. Et la ville maintient sa taxe foncière, que ça va au bénéfice de la ville pour faire les choses qu'on a besoin de la ville. Que ce soit ADM à l'aéroport de Montréal ou à Québec, à Vancouver, petit aéroport, grand aéroport, il ne faut pas vendre des terrains parce que c'est la source de revenus pour l'exploitation du terrain. Et étant donné que ça appartient à la ville de Saint-Jean, elle est toujours propriétaire de l'aéroport. En terminant, M. Lévesque, souvent, oui, on constate que le milieu d'affaires est, somme toute, assez favorable à ce que vous soumettez. Souvent, aujourd'hui, il y a un mot qui revient souvent, c'est l'acceptabilité sociale. Il reste qu'il y a quand même un groupe de citoyens dans Saint-Edmond-Saint-Lucien qui se plaint du bruit depuis nombre d'années. Et à chaque élection, c'est la même histoire. Pensez-vous que le plan que vous soumettez pourrait obtenir cette fameuse acceptabilité sociale auprès des citoyens concernés? J'en suis même convaincu parce qu'on a beaucoup consulté. On a beaucoup consulté. Et ce que Robert nous disait, entre autres, on diminue, entre autres, l'empreinte sonore de 35 % avec cet aménagement-là. Donc, il devient vraiment très, 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 très bas. C'est pas beaucoup plus de bruit que ce qu'on... C'est moins qu'une autoroute, c'est beaucoup moins que ce qu'on a sur la rue. Bon. Mais il faut l'expliquer. Ce qu'on a trop entendu, oui, ce qu'on a trop entendu, c'est uniquement le côté négatif de l'aéroport. Il n'y a plus de fierté autour de l'aéroport. Et l'aéroport a déjà été fonctionnel et très fonctionnel. A déjà été prestigieux. L'International des Montgolfières, c'est probablement ce qui est le plus connu en Amérique du Nord de Saint-Jean. Saint-Jean est connu. On se priverait de ça. L'International a besoin des 3 pistes, a besoin de la tour pour être capable de fonctionner parfaitement. Donc, il y a une question de prestige, il y a une question de revenus, il y a une question de profit. Et en même temps, on respecte toutes les normes environnementales et en plus, on diminue le climat sonore. Il s'agit juste de l'expliquer et de le présenter aux élus. À vous deux, merci infiniment et bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf? Oui, donc on va mettre nos masques. Oh oui, c'est vrai. On parle avec Joey Savoie qui vient tout juste de se qualifier pour le PGA Tour Canada Mackenzie Tour, Alex. Manquez pas ça. Four!
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Vous le savez, ce sont les élections municipales un peu partout au Québec l'automne prochain. Donc, on a annoncé beaucoup de candidats au cours des dernières semaines, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi, dans ce cas-ci, une annonce de retraite de la vie politique. Il est avec nous, c'est Yvan Berthelot. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 23 ans? 23 ans. Ça a passé tellement vite. 1998, première aventure. La ville n'était même pas fusionnée. La ville n'était pas fusionnée. C'était seulement le quartier NDA dans ce temps-là, le district électoral. Et j'ai été élu, si vous vous souvenez, après un recomptage judiciaire. Donc, j'étais en égalité avec mon adversaire, qui était Neil Auclair, dans le temps, que je salue, Neil, que je respecte beaucoup. Et il y a eu 2 voix. Donc, j'ai été élu par 2 voix, une semaine ou 2 après tout le monde. Qu'est-ce qui motive votre décision, finalement, de dire, là, cette fois, c'est vrai, je n'y vais pas, je ne serai pas sur les rangs l'automne prochain? Bien, beaucoup de choses. Premièrement, bien, écoutez, je ne vous cacherai pas que le climat à l'hôtel de ville n'est pas le fun. C'est vraiment pas intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à représenter les citoyens. Le dernier mandat était difficile. Il est difficile pour tous. Le climat qui a été mis à l'hôtel de ville par l'équipe d'Alain Laplante est vraiment désolant et triste. Donc, c'est une des raisons. Deuxièmement, mais ça fait 23 ans aussi. J'ai fait le tour. L'âge également. J'ai des projets. Je vais passer à d'autres choses. Donc, pensez un peu à moi, comme on dit. Lorsque, pendant ces 23 années-là, excusez-moi, j'ai toujours donné mon temps, mon énergie. J'ai jamais compté mes heures au service de la population. Donc là, je pense que je pense un petit peu à moi, mes enfants, mes petits-enfants, la famille, quoi, quand la COVID va nous le permettre. C'est quoi les bons coups d'Yvan Berthelot au cours de ces 23 dernières années? Les bons coups, si on regarde au sein du quartier, mais c'est sûr qu'il y a toute la revitalisation du quartier. On parle de la Signeur, on parle de tous les commerces qui ont été apportés, on parle du projet de l'Envolée, on parle plus récemment de l'église Saint-Gérard. Ce sont des beaux projets, puis c'est pas terminé, il y en a d'autres. Je pense que c'est des bons coups. Au niveau de la ville, ça va de soi que mon implication au niveau des finances. J'ai été 23 ans pratiquement sur le comité des finances et longtemps comme président. Donc, j'ai pu y mettre un cadre financier sur la caisse de retraite des employés. J'ai participé à de nombreux dossiers économiques, beaucoup sur le maire d'Olbec parce qu'il a été là beaucoup plus longtemps. La revitalisation du centre-ville, j'ai participé à la création dans le temps de rue principale avec Nathalie Mador. C'est nous qui avons parti ça avec une subvention de la ville, des assises de rue principale. La place publique, dont j'ai dessiné, si on veut, les plans de la place publique, comme l'avait mentionné Marco Trépanier dans le Canada français il y a une vingtaine d'années. Alors, c'est tous des projets. J'ai participé beaucoup au niveau du quartier, des infrastructures. Il y a eu des dizaines de millions. Quand on s'est dans Saint-Gérard, comment il y avait des refoulements d'égouts, tout ça. On est maintenant dans le secteur MDA. Ça va très bien également. Donc, j'ai participé à beaucoup de dossiers, tant économiques, et je suis très content du mandat que j'ai donné. Avez-vous des regrets ou des dossiers que vous auriez souhaité voir avancer ou se compléter, disons? C'est sûr que j'en cache pas dans ma petite lettre également. C'est difficile de résumer 23 ans de vie politique dans une page ou dans quelques minutes d'entrevue. Mais c'est sûr que je pourrais dire que le dossier de 2M Ressources, c'est un caillou dans le soulier. Les gens le savent. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour essayer à régler ça. On n'est pas arrivé. On est encore en discussion pour la relocalisation de 2M Ressources. C'est sûr que ces gens-là, c'est des gens avec qui je vais continuer à me dédier. Je ne dirais pas, je vais respecter la personne qui va être élue, mais je vais certainement essayer d'accompagner les gens qui vivent cette problématique depuis une quinzaine d'années. Oui, sur la rue Saint-Michel, là, dans Saint-Gérard. Exact. Des résidents qui ont des résidus... Et d'autres types de problèmes là, sur le terrain. Les résidus, le bruit, les odeurs. C'est clair que l'avenir de 2M Ressources passe par une relocalisation. On en est là. Si le ministère de l'Environnement est vraiment sérieux dans le recyclage, bien, je pense qu'il faut... puis il veut avoir 2M Ressources parce que ils ont une expertise importante. Il faut que le gouvernement du Québec le reconnaisse. Mais l'avenir de 2M Ressources n'est plus à Saint-Jean-sur-Richelieu, en ce qui me concerne. Bon. Auriez-vous souhaité être maire de cette ville-là? J'aurais souhaité, écoutez, j'aurais eu l'occasion de me présenter, je ne l'ai pas fait. Des fois, je me dis, bon, si j'avais été maire de la ville, j'aurais
j'avais beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Je les ai faites, comme on dit, comme deuxième joueur ou comme conseiller municipal. J'ai tout de même pu me servir de mon influence, de mon implication pour faire avancer de nombreux dossiers. Ça aurait pu être une vue intéressante, mais je n'ai pas de regrets. Le travail que j'ai fait, je l'ai fait, je me suis dédié à la population, puis bon, je n'ai jamais compté le temps que je donnais. J'ai été impliqué dans à peu près tous les gros dossiers et je pense que c'est ça qui est important de souligner. Le fait d'avoir travaillé ou défendu des dossiers pas faciles, des dossiers controversés, même, on se rappelle encore les référendums du 430 Champlain et l'envolée, même récemment celui de Saint-Gérard. Bref, est-ce que vous êtes devenu, à tort ou à raison, une espèce de cible? Tu sais, je regarde dans les dernières années, notamment l'équipe du maire Laplante, qui disait c'est Yvan Berthelot, puis c'est le groupe des Neufs, puis c'est Berthelot qui est le chef. Puis on a comme peinturé dans le coin Yvan Berthelot comme étant la cible à toucher. Là. C'est sûr que quand tu assumes un certain leadership, on t'attaque de toutes parts. Moi, je dis quand quelqu'un ne fait rien, il dort dans son coin, on l'oublie, puis il est là. Oui, j'ai assumé un leadership, mais si j'avais une suggestion de recommandation à donner aux candidats qui vont se présenter, des nouveaux venus en politique, je leur dirais, prenez vos décisions, assumez les leaderships. Pardon, si la population vous élit, c'est parce qu'elle entend qu'elle vous donne des orientations. Toutes les démarches que j'ai faites, que ce soit tout le quartier NDA, la Signeur, l'Envolée, l'Église Saint-Gérard récemment, c'est fait en consultation avec le public, avec les gens. Le quartier Saint-Gérard, ça a fini par un référendum. Il y a eu tout de même 5 ou 6 assemblées de consultation des gens. Donc, je pense qu'il faut, puis quand tu crois à un projet, tu y vas. Puis, tu n'attends pas de dire, je vais avoir 2 votes ou 3 votes ou 4 votes là, ou je vais les perdre. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai toujours dit, on m'a élu ici pour prendre des décisions, donner des orientations et des recommandations aux gens. Je vais le faire. Puis si je suis à contre-courant, mais les gens savent quoi faire lorsqu'il y a des élections, mais ils m'ont toujours renouvelé mon mandat avec majorité. Généralement, en politique, on dit que ça prend une bonne carapace, justement, quand on assume des dossiers pas faciles, puis on est la cible, évidemment, des adversaires. Est-ce que je me trompe en disant que dans la dernière année, ça a peut-être été un peu plus difficile, le contexte dans lequel vous avez dû évoluer? Oui, ça a été plus difficile parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on m'a attaqué de toutes parts, souvent de façon très gratuite. On a vu sur les médias sociaux. On commence au Québec, on voit le premier ministre qui est attaqué, Dr Arruda. On voit des artistes qui disent presque rien, qui se font attaquer. Nous, à Saint-Jean, ça a commencé il y a 3 ans et demi. Et ça n'a pas lâché, ça n'a vraiment même pas de sens. Là, c'est un peu plus tranquille parce qu'il y a des gens qui sont interpellés puis qui ont une cause pendante devant le tribunal. Ils vont devoir rendre des comptes là-dessus. Mais oui, c'était pas mal plus difficile. L'ambiance est vraiment pas agréable. On a eu des situations où on a débattu fermement, puis on disait il y a un peu de chicane à l'hôtel de ville, mais ça se faisait dans le cadre et dans le respect démocratique. Aujourd'hui, on s'inquiète pour l'avenir démocratique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochaines années? Est-ce que vous voulez rester quand même pas trop loin de la politique, rester impliqué? Je ne sais pas, les projets, comment vous voyez un peu votre avenir parce que vous êtes déjà retraité sur le plan professionnel. Là, vous allez être retraité officiellement de la politique, mais on ne sort pas de la politique comme ça. Là. Non, on ne sort pas de la politique, mais je pense que lorsqu'on en sort, c'est sûr qu'on va se faire interpeller, tout ça, mais il faut tout de même, et je vais toujours respecter la personne qui va être en place, qui va être élue, et je n'irai pas contre cette personne-là. Je vais essayer de donner des suggestions, des recommandations, mais c'est sûr que je vais m'intéresser à ce qui se passe à Saint-Jean. Il y a des dossiers comme citoyen qui vont certainement m'interpeller, et je vais être un citoyen impliqué, certainement. Bon. On a fait mention tantôt de 2M Ressources que vous souhaitez voir relocaliser un de ces jours. Quand on regarde dans le quartier NDA, il reste encore le secteur de l'ancien BMR sur Saint-Joseph, tout le bâtiment qui abrite le bingo, le Kinzo et compagnie. Ça, c'est un secteur, ce que vous souhaitez un jour. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour ce cœur-là du quartier NDA? Mais ce que je vois, c'est la continuité un petit peu de ce qui se passe. Lorsque j'avais vu à un moment donné le quartier, moi, j'avais une idée de développement pour l'ensemble. Donc, ça comprenait BMR et l'ancienne trame là, commerciale. Alors, c'est toujours là. Et pour moi, mais j'y vois toujours un projet hybride résidentiel, commercial. Il faut maintenir une trame commerciale dans le quartier. Donc, j'y vois
Je vois une consultation, pas une consultation, mais une construction de cette nature, une densification intéressante dans le quartier. On a permis 4, 5 étages, donc on verra bien les projets qui nous sont soumis, mais il faut aller vers la densification des anciens quartiers, justement, puis amener des commerces aux gens. Bon, là, dans le quartier numéro 9, il y a déjà 3 prétendants. Mme Dubois qui se présente avec M. Laplante, Mme Poitras avec Mme Bouchard et un indépendant, M. Hacherel. Avez-vous l'intention d'appuyer un candidat, une candidate, autant à la mairie que dans le quartier? Oui, écoutez, j'ai jamais caché que M. Laplante ne faisait surtout pas partie de mes recommandations. Dans le district 9, plus particulièrement, je connais Mme Lynne Poitras. Elle était là au début quand je me suis présenté. Elle travaillait au restaurant Alpha. C'est une personne que je connais. C'est une personne qui a ses racines dans le quartier, alors j'y crois beaucoup. Je connais M. Hacherel, il s'est déjà présenté contre moi. Il est au centre-ville. Mme Dubois, je la connais également. Elle est au centre-ville. Donc, c'est sûr que Mme Poitras, ben, j'ai plus d'affinité. Je la connais bien de l'équipe André Bouchard. C'est sûr que si je peux lui donner un petit coup de main, mais ça me fera plaisir de le faire discrètement. Bon. Avez-vous un pincement au cœur? Un pincement au cœur. Bien, vous savez, c'est important. 23 ans de vie politique, c'est pas seulement de la politique, c'est des amis. J'ai travaillé pendant 23 ans avec de nombreux collègues élus et aussi de nombreux partenaires au niveau de l'administration. J'en ai des amis. C'est sûr que ça amène des amis partout dans toutes les sphères d'activité, que ce soit au niveau commercial, au niveau communautaire. Ça fait des amis. Puis après ça, mais ça soit un petit peu plus discret, mais il faut passer à d'autres choses. Je pense que la vie m'appelle ailleurs. J'ai des projets. Comme les gens le savent, ma propriété est à vendre. J'ai acheté autre chose au centre-ville. Donc, je bouge. J'ai beaucoup de projets. Yvan Berthelot, merci beaucoup. Ça m'a fait grandement plaisir. Et bonne retraite politique. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mardi prochain, 27 avril, c'est la prochaine collecte de sang sur le territoire. Ça se tient au Carrefour Richelieu et vous le savez, depuis la pandémie, Emma Québec fonctionne sur rendez-vous. Vous allez sur le site web de Emma Québec et là, il y a un formulaire en ligne pour trouver l'endroit et tout ça pour, évidemment, vous trouver une bonne heure pour un rendez-vous pour pouvoir aller donner de votre sang, donner de votre vie. À demain. Bye-bye.